Merci de nous rejoindre sur DEN Télévision Diaspora FM. C'est le moment de suivre les clés du monde avec vous, James William Baguidi. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions internationales. Chaque jour, vous nous aidez à comprendre un peu l'évolution de l'actualité internationale. Destination Venezuela, chronique d'une descente aux enfers. Vous le savez, manifestations de rue, affrontements avec les forces de l'ordre, chute vertigineuse du pouvoir d'achat des populations. Contestation de l'autorité du président de la République. Le Venezuela connaît depuis plusieurs mois une situation chaotique, ponctuée dimanche de référendums censés montrer la volonté de changement qui s'exprime dans la population. James William Baguidi, que se passe-t-il dans ce pays d'Amérique latine, naguère encore paradis pétrolier? Vous l'avez dit, le Venezuela était encore il y a quelques années un véritable paradis pétrolier. Et aujourd'hui, il se trouve dans une situation pire que celle de beaucoup de pays africains, beaucoup de pays pauvres, beaucoup de pays extrêmement endettés. Tout commence donc, ou du moins on peut trouver deux grandes causes. La première, c'est la crise pétrolière qui a commencé en 2014. Et la deuxième, c'est le décès, un an plus tôt, du président de la République vénézuélienne, de celui qui était alors président de la République vénézuélienne, c'est Hugo Chavez. Alors, les deux événements, leur est survenu de façon concomitante, va donc engager pour le Venezuela une véritable descente aux enfers. Vous l'avez dit, c'est une chronique d'une marche presque inexorable vers la chute. Et tout a donc commencé avec ce décès du président Hugo Chavez. Quand Hugo Chavez décède, il avait donc préparé plus ou moins soigneusement sa succession. Il voulait que lui succède le président Maduro, Nicolas Maduro, qui donc, à l'occasion de l'élection présidentielle qui s'en est suivie, a emporté le scrutin vraiment de justesse. Déjà, il faut noter que quand le président Hugo Chavez était au pouvoir, le Venezuela était divisé entre une population majoritairement pour ceux qui étaient partisans du président Chavez, qui étaient donc des gens de gauche, je dirais même d'extrême gauche, et qui ne voulaient pas surtout entendre dire que l'on remet en cause les acquis que Hugo Chavez leur a apportés. Et puis le président Chavez s'est fondé sur l'essor pétrolier. Vous savez, le pétrole a eu un boom extraordinaire pendant une bonne quinzaine, une bonne dizaine d'années, ce qui a permis au Venezuela d'accumuler des ressources et d'enclencher son développement interne et même de tourner le dos à des pays comme les États-Unis sans avoir véritablement à subir de conséquences fâcheuses de cette situation. Avec donc cette gestion politique, on a constaté une sorte de scission, entre la population. Il y avait ceux que l'on peut considérer comme des gens de la droite, l'opposition habituelle, l'opposition régulière, qui se voyait plus ou moins proche des classes moyennes, des classes les riches d'un certain point de vue. Et puis l'autre côté, c'était le président Chavez avec ses partisans. À son décès, même avant son décès, le président Chavez avait déjà commencé à perdre de la popularité. Et puis les élections ont commencé à lui être de moins en moins favorables, même s'il est resté majoritaire jusqu'à son décès. Quand il est parti, son successeur, qui a remporté l'élection présidentielle, donc Nicolas Maduro, n'avait plus vraiment les coudées franches aussi bien que par le passé pour gérer la situation au sein du pays. On en arrive donc à la chute des cours du pétrole en 2014. Cette chute des cours du pétrole va progressivement raréfier les ressources de l'État vénézuélien. On a donc finalement constaté une baisse du pouvoir d'achat des populations. Et naturellement, le pouvoir d'achat des populations baissant, il y a de plus en plus de personnes qui contestent l'autorité du chef de l'État. Des manifestations se déroulent depuis lors. Et puis ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est une volonté de révocation du mandat en cours du président Maduro que l'opposition a manifesté.
cette volonté de révocation a été torpillée à bien des égards et le référendum de dimanche dernier est venu pour rappeler, pour montrer véritablement à la population, non pas à la population mais au pouvoir, au président Maduro, que pratiquement la moitié de la population exige et demande qu'une élection soit organisée pour qu'il puisse de nouveau mettre son mandat en jeu et probablement qu'il perde à cette occasion-là le scrutin électoral. Vous évoquiez ce référendum organisé dans le pays le dimanche dernier sans véritable valeur officielle. Avait-il une réelle utilité? Oui, il y a un processus qui doit se dérouler au Venezuela pour que ce référendum n'est pas un référendum inutile. C'est vrai que c'est l'opposition qui l'a organisé. C'est ce que même Nicolas Maduro, en se moquant de l'opposition, a appelé une consultation interne à l'opposition. Mais il faut noter qu'il y a eu 7 millions de personnes qui ont participé à ce référendum. La masse globale? Oui, dans le pays, c'est pratiquement 7 millions de personnes qui se sont déplacées. Et vous avez vu, le jour de cette élection, de nombreuses files d'attente devant les bureaux de vote. Et même des partisans de Nicolas Maduro, des supposés partisans de Nicolas Maduro, nous n'avançons pas trop vite, ont commis des attentats. Il y a une femme qui était dans les rangs et qui a été abattue par 2 hommes à moto. Il y a eu des endroits où ceux qui allaient voter ont été attaqués à coups de batte de baseball. Il y a eu en tout cas quelques incidents pour empêcher la tenue de ce scrutin, mais pourtant 7 millions de personnes se sont déplacées. Alors, quand l'opposition organise un scrutin, d'ailleurs c'est le Parlement où l'opposition est désormais majoritaire, je ne l'ai pas signalé tantôt, après l'élection de Nicolas Maduro, il y a eu des élections législatives qui s'en sont suivies, et à ce niveau-là, l'opposition a gagné les élections législatives. Donc l'opposition est majoritaire aujourd'hui au Parlement vénézuélien. Et par cette majorité, l'opposition est très certaine qu'à l'occasion d'une élection présidentielle subséquente, elle remportera cette élection. Et c'est pour cette raison que l'opposition veut mettre en œuvre la procédure de révocation du chef de l'État. En réalité, c'est une procédure qui est prévue par la constitution actuelle du Venezuela. Elle consiste dans un premier temps, à signer une pétition, comme on le voit seulement, c'est une pétition qui devrait rassembler au minimum 1,8 million signataires, en tout cas 1 million de signataires. Si la pétition obtient 1 million de signataires, elle pourrait être validée. La pétition a obtenu 1,8 million de signataires, mais à la date prévue, il fallait qu'une date précise soit respectée. Cette date n'a pas été respectée. On n'a pas pu avoir le nombre de signataires nécessaires à la date prévue. Et donc, la pétition n'a pas pu être prise en compte normalement. Ensuite, il y a la vérification des signatures à l'occasion de la pétition. La vérification des signatures en question pour vérifier si n'a pas... quand on dit pétition, on vote et il n'y a pas de trace. Donc, pour vérifier que des gens n'ont pas voté à plusieurs reprises, finalement, la Commission nationale électorale a validé 1,3 million signatures pour cette pétition. Donc, environ 500 000 ont été déclarées invalides. Et puis ensuite, il y a, pour continuer cette procédure, la confirmation. Donc, tous les signataires doivent confirmer avec maintenant une empreinte digitale qu'ils ont véritablement fait cette procédure-là. Alors, jusqu'à ce niveau, la procédure a été suivie, même si les dates n'ont pas été respectées. Et puis, à partir de ce moment, le processus veut que l'on convoque un référendum révocatoire, c'est-à-dire pour mettre fin au mandat du président en exercice. Et en ce moment-là, il quitte le pouvoir et on organise de nouvelles élections pour pouvoir sa succession. Donc, un référendum devrait être organisé. Ce référendum-là, c'est ce qu'on appelle le référendum révocatoire. Ce n'est pas le référendum que l'opposition vient d'organiser. Ce référendum révocatoire devrait donc permettre de mettre fin au mandat du président de la République. Nicolas Maduro, pour le moment, échappe à la chose parce que, justement, depuis quelques semaines, l'Assemblée nationale, qui a la possibilité de conduire également cette procédure, l'Assemblée nationale est entravée dans son action par la Cour suprême qui a décidé de retirer à l'Assemblée une bonne partie de ses pouvoirs et de confier justement au président Maduro une partie de ces prérogatives-là, en parlant de la possibilité pour les chefs d'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la stabilité démocratique. Et on le voit dans les rues de Caracas aujourd'hui, les manifestations quotidiennes que l'opposition organise contre le gouvernement sont sévèrement réprimées. Les forces de l'ordre sont
dans la rue, sont à l'œuvre pour réprimer les manifestants. Et on compte déjà aujourd'hui pratiquement une centaine de morts dans ces manifestations qui se déroulent depuis maintenant plusieurs mois. Et quel rôle jouent les États-Unis d'Amérique, constamment accusés de tentatives de déstabilisation par le président vénézuélien Maduro? Alors, si les États-Unis sont accusés de tentatives de déstabilisation par le président Maduro, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a eu par le passé des événements qui laissent à croire que le président, les États-Unis ne veulent pas d'un gouvernement de gauche dans le pays. En 1999 notamment, un coup d'État a été organisé, ce coup d'État a eu lieu et a fait partie du pouvoir Hugo Chavez. Mais Hugo Chavez, chassé du pouvoir, a appelé, il a perdu le pouvoir, je dirais, en pratiquement 72 heures. Il a appelé les populations à manifester, il a appelé l'armée à résister à ce coup d'État et on a pu noter cette révolte de la population, on a noté donc ce retour triomphal de Hugo Chavez à Caracas où il est redevenu président de la République et où il a opéré une purge au sein de l'armée pour sanctionner ceux qui se sont donc livrés à cette tentative de prise du pouvoir. Et il faut noter une chose, c'est que quand le coup d'État est intervenu, les États-Unis d'Amérique, en 1999, c'était le président Bush, non pas Bush, c'était encore Clinton qui était au pouvoir. Les États-Unis d'Amérique, par la voix d'Al Gore plus précisément, avaient reconnu dans un premier temps le nouveau pouvoir. Donc, ils ont pris acte du renversement de Hugo Chavez et se sont dit favorables à une collaboration avec le nouveau pouvoir. Quand Hugo Chavez a réussi à reprendre le pouvoir, les États-Unis ont présenté de plates excuses, mais il était évident aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de Hugo Chavez en particulier, et aux yeux de ceux qui soutiennent sa cause, que les États-Unis sont derrière cette tentative de coup d'État qui a finalement échoué. Aujourd'hui encore, donc, les États-Unis sont perçus comme le grand Satan qui tente, le grand Satan c'est le terme utilisé par les Iraniens pour désigner les États-Unis d'habitude. Donc, les États-Unis sont perçus comme le grand Satan qui tente de fomenter des coups d'État pour chasser du pouvoir Nicolas Maduro, parce que Nicolas Maduro, justement, est l'héritier de Hugo Chavez, c'est l'héritier de ce contestataire qui n'a jamais accepté de se conformer à la ligne idéologique des États-Unis. Vous savez très bien, les Américains sont capitalistes et dans le sillage de la guerre froide qui a eu lieu par le passé, ils ont une aversion pour tout ce qui ressemble à du communisme, à du socialisme. Or, l'idéologie de Hugo Chavez que poursuit aujourd'hui encore Nicolas Maduro, c'est une idéologie socialiste, même si ce n'est plus le communisme de l'époque de la guerre froide. Cette idéologie déplaît aux États-Unis et on serait quand même étonné si de véritables enquêtes approfondies sont menées, de ne pas voir en réalité une main américaine derrière la situation qui prévaut dans le pays. Naturellement, les États-Unis contestent la moindre participation et proposent même de contribuer à une pacification de la situation, ce qui pour le moment est loin d'être gagné. James William Gbagidi, Enrique Capriles, c'est le nom de chef de file de l'opposition vénézuélienne dont on dit ce qui serait capable, ce qui serait en mesure de battre le président Maduro. Qui est-il? Alors Enrique Capriles est un homme politique vénézuélien qui est entré en politique déjà à l'époque de Hugo Chavez et qui a décidé à la tête des classes moyennes de mener cette lutte-là contre Hugo Chavez parce que les classes moyennes estimaient effectivement leurs intérêts menacés, leurs intérêts remis en cause par la gouvernance de Hugo Chavez. Enrique Capriles a été battu régulièrement aux élections, que ce soit législatives ou présidentielles, auxquelles il a participé par Hugo Chavez. Il était à nouveau candidat contre Nicolas Maduro. Et puis, il a perdu là les élections d'une très courte tête. L'année suivante, les élections législatives qui se sont déroulées ont été emportées par l'opposition. Je l'ai déjà dit. Et donc, aujourd'hui, Enrique Capriles est persuadé d'être la personnalité capable de battre Nicolas Maduro dans les urnes. Et il semblerait, en tout cas, au regard de l'excellente participation que l'on a observée par rapport au référendum qui a été organisé par l'opposition, il semblerait que que Enrique Capriles soit véritablement dans la posture de celui qui peut faire perdre
le pouvoir à Maduro. Et la preuve en est que Nicolas Maduro, qui aurait pu laisser se dérouler la procédure normale de révocation, et s'il était vraiment certain de pouvoir gagner face à Enrique Capriles, Nicolas Maduro tente aujourd'hui par tous les moyens qui sont à sa disposition d'entraver ce processus. Il utilise les institutions comme la Cour suprême pour récupérer des pouvoirs qui normalement sont dus au Parlement, et toutes les forces de défense et de sécurité sont déversées dans les rues pour empêcher donc les opposants de s'exprimer librement. Il ne fait plus confiance au Parlement. Non, il n'est pas majoritaire au Parlement, et c'est pour cette raison qu'il ne veut surtout pas que le Parlement puisse légiférer de façon à entraver l'action qu'il mène à la tête de l'État. Et quelles sont les perspectives dans cette crise qui n'en finit plus? Bon, les perspectives sont quand même assez réduites. De toute façon, chaque jour qui passe, c'est un jour de moins dans le mandat en cours de Nicolas Maduro. C'est que l'opposition est pressée d'en finir. Sinon, l'opposition peut attendre. Il lui reste pratiquement 2 ans et demi, voire 3 ans pour achever son mandat. Donc, il se peut qu'on aille vers des élections et que ces élections-là soient emportées par le président, par l'opposition, et qu'on arrive à une sortie de crise. Mais ce qui serait le plus intéressant serait l'ouverture des négociations entre les deux camps, afin qu'il y ait une conciliation ou une réconciliation. Parce que en gagnant les élections dans les années à venir ou dans les mois à venir, si jamais la révocation finit par être actée, en gagnant les élections, l'opposition actuelle deviendrait régime au pouvoir, et les actuels partisans de Nicolas Maduro vont se retrouver dans l'opposition et vont forcément avoir cette main derrière pour les amener à s'opposer au pouvoir de Enrique Capriles, ce qui risque de prolonger la situation de crise qui se déroule actuellement au Venezuela. Or, le Venezuela n'a vraiment pas besoin de cette situation. Le Venezuela était, je l'ai dit, un pays stable, un pays riche. C'est aujourd'hui devenu un des pays les plus pauvres d'Amérique. Vous vous souvenez peut-être, le Venezuela a même ouvert une ambassade ici au Bénin. C'était vraiment à l'époque où tout allait bien. Le président Boni Yayi s'est rendu sur place et a vraiment vu un pays en pleine construction. Aujourd'hui, donc, le pays est pratiquement à la ruine. Les artères des marchés sont vides, les étalages dans les supermarchés sont vides. Il y a beaucoup de difficultés pour les populations à s'approvisionner. Le marché noir bat son plein, la valeur de la monnaie vénézuélienne est totalement tombée, et ce n'est pas un simple changement de gouvernement, ce n'est pas ce jeu de chaises musicales entre l'opposition et le pouvoir politique qui pourrait faciliter la restauration de ce qu'était le Venezuela d'hier. Donc, il me semble que ce qui serait le plus important, c'est des négociations, une entente cordiale pour aller vers des élections, et peut-être même avant cela, un gouvernement d'unité nationale. Merci à vous. C'était les clés du monde. On s'intéressait à la situation au Venezuela.